La meilleure défense, c'est l'attaque. Quand se protéger nous pousse à blesser avant d'être blessé. Qui veut la paix prépare la guerre. Ne montre jamais que ça t'a touché. Fais-lui comprendre qu'il ne faut pas te chercher. Pars avant qu'on te quitte. Impressionne avant qu'on te fasse peur. Ne laisse aucune faille apparaître, parce que si l'autre voit que tu es vulnérable, il ou elle saura où frapper. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ce genre de logique influence notre rapport à l'autre. Elle transparaît dans notre éducation comme une règle qui devient tacite avec le temps. D'ailleurs, on la retrouve souvent dans nos réactions automatiques. Une réponse un peu sèche à une remarque pourtant neutre. Une pique lancée avant même que la discussion ne prenne un tour désagréable. Une fermeture brutale quand quelqu'un pose une question qu'on juge un peu trop personnelle. Ce besoin d'avoir le dernier mot, non pas parce que le sujet est essentiel, mais parce que perdre la main donne l'impression de se mettre en danger. Une rupture décidée dans la précipitation, moins parce qu'on ne veut plus de la relation que parce qu'on redoute d'être abandonné après une situation inconfortable. À force de se tenir sur le qui-vive et d'évaluer tout ce qui nous entoure comme une menace potentielle, on finit par attaquer avant même d'être attaqué. Et parfois, le plus troublant, c'est qu'on ne se voit pas du tout comme quelqu'un d'agressif, mais plutôt comme quelqu'un qui ne fait que se défendre. L'instinct de protection. Et si on osait en parler autrement ? Bienvenue dans Le Bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode, on poursuit notre série consacrée au thème « Sortir du paradigme de la violence ». Si tu nous rejoins pour la première fois, dans le premier épisode, nous avons mis en lumière le caractère ordinaire de certaines formes de violence. Dans le deuxième, nous avons exploré les mots qui nous apprennent à vivre en guerre. Dans le troisième, nous avons interrogé cette croyance selon laquelle la souffrance donnerait de la valeur à l'expérience et pourrait devenir une dette à transmettre aux autres. Dans le quatrième, nous avons abordé le sujet de la violence et de ce qu'elle transmet de génération en génération à travers des mécanismes de survie qui peuvent s'avérer être inappropriés dans le monde actuel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on rentre dans le mécanisme qui guide nos réactions parfois très rapides, très automatiques. Que se passe-t-il lorsqu'une personne a tellement intégré que le monde est méchant, que l'exposition à l'autre est risquée et qu'il faut se préserver avant tout, qu'elle finit par attaquer pour ne plus jamais se sentir démunie? Je voudrais donc explorer avec toi cette phrase très connue, « La meilleure défense, c'est l'attaque ». Et surtout, la question qu'elle soulève, à partir de quel moment le besoin de se protéger commence-t-il à nous enfermer dans une posture agressive qui produit précisément le monde contre lequel nous cherchions à nous défendre? Alors, bien sûr, se protéger est nécessaire. Mettre une limite n'est pas nécessairement violent. Refuser une intrusion, ce n'est pas violent. Dire non, non plus. Quitter une situation dangereuse est nécessaire. Et nommer un comportement inacceptable est utile. Il y a des moments où il est sain, juste et nécessaire de se défendre. Et il y a des situations où on ne peut pas continuer à ouvrir l'espace du dialogue comme si tout le monde avait les mêmes intentions. Il y a des personnes qui franchissent des limites, manipulent, agressent, écrasent, et face auxquelles la protection de soi et des autres passe par une réponse ferme et parfois immédiate. Ce n'est pas de cela que je parle aujourd'hui. Je parle du moment où la protection ne répond plus seulement à un danger réel, mais commence à devenir une grille de lecture permanente de nos interactions avec les autres. Quand tout désaccord ressemble à une attaque, quand toute remarque est reçue comme une humiliation, quand tout silence est vécu comme un rejet, quand toute hésitation de l'autre fait penser à un désengagement, et quand toute demande nous met la pression.
Et à ce moment-là, on a tendance à considérer que toute vulnérabilité devient une faille qu'il faudrait vite recouvrir avant que l'autre ne l'exploite. Je parle de ce moment où notre système intérieur ne se demande plus que se passe-t-il réellement ici, mais qu'il réagit déjà comme si la réponse était d'office: on essaie encore de me faire mal. Dans le premier épisode, je proposais une définition de la violence que j'aimerais reprendre ici en la reliant davantage à la peur. La peur est une émotion qui nous invite à vérifier que nous avons les ressources pour survivre à la situation. Quand on ressent de la peur, on peut se figer, se cacher, fuir, ou si on a l'impression que la meilleure option de survie est d'affronter le danger, eh bien on va attaquer. Et la violence apparaît souvent quand, pour obtenir, conserver ou défendre quelque chose que l'on croit menacé, que ce soit sa place, sa dignité, sa sécurité, son pouvoir, son amour, son image de soi, on vient piétiner l'intégrité de l'autre et parfois même la nôtre au passage. Cette définition ne dit pas que toute violence est consciente, ni que l'on devient violent simplement parce qu'on a peur. Elle dit qu'il existe des moments où, face à un danger potentiel perçu, nous cessons de composer avec l'humanité de l'autre et nous cherchons avant tout à reprendre le contrôle, à restaurer notre sentiment de sécurité par tous les moyens dont on dispose. Notre perception organise la manière dont nous vivons la réalité, et le danger n'est pas toujours là où nous le croyons. Il peut être dans la mémoire, dans l'anticipation, dans le corps qui connaît déjà la douleur, et dans la pensée qui complète très vite les blancs avec le scénario le plus menaçant possible. On dit qu'il y a rarement plus agressif qu'un animal blessé. Un animal qui souffre, qui ne sait pas si celui qui s'approche vient l'aider ou lui faire encore plus de mal, peut montrer les dents, griffer, mordre, se débattre, attaquer au moindre mouvement brusque. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que pour lui, dans cet état, se laisser approcher représente un risque. Que la blessure soit physique ou psychologique, une personne qui a déjà été blessée peut parfois devenir plus réactive, plus susceptible d'interpréter un geste ambigu comme hostile et plus prompte à se défendre avant même d'avoir vérifié si elle était réellement en danger. La douleur n'excuse pas l'agression, mais elle peut aider à comprendre pourquoi certaines réactions surgissent avec autant d'intensité. Et cela rejoint une notion que nous avions déjà commencé à évoquer dans l'épisode 2, nos pensées influencent notre perception et notre perception influence nos réactions. Si je crois profondément que les autres finissent toujours par trahir, je ne vais pas entendre un retard de réponse avec la même disponibilité que quelqu'un qui se sent globalement en sécurité dans la relation. Si j'ai intégré que l'on ne respecte que les personnes dures et intransigeantes, je risque de vivre la moindre demande comme une tentative de pouvoir. Si j'ai souvent été rabaissée, une remarque pourtant mesurée sur un comportement précis peut être reçue comme une remise en cause globale de ma valeur. Si je vis avec la hantise d'être quittée ou abandonnée, un changement de ton chez l'autre peut suffire à déclencher en moi une sensation de rejet. Et lorsque ces pensées sont répétées, entretenues et alimentées par des expériences passées, elles peuvent orienter davantage notre lecture des situations ambiguës à travers le filtre de la menace. Ce qui est terrible, c'est que cette perception modifiée peut ensuite produire des réactions qui vont abîmer le lien et finir par confirmer notre peur de départ. Si je me dis que l'autre va me rejeter, alors je deviens froide, distante, piquante. L'autre se sent repoussé ou agressé et il ou elle prend de la distance pour se préserver à son tour. Et je conclus, tu vois, je le savais, les gens autour de moi finissent toujours par partir. Mais ce qui s'est passé n'est peut-être pas simplement l'autre est parti, il s'est peut-être aussi passé ceci. Ma peur de l'abandon a participé à créer une interaction difficile à vivre pour l'autre. Et c'est là que le sujet devient délicat, parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser la personne qui a peur, il s'agit de lui rendre du pouvoir en lui montrant qu'entre le danger réel et la réaction automatique, il peut parfois exister un espace à rouvrir pour envisager d'autres options plus apaisantes.
La posture qu'on a dans l'interaction joue aussi un rôle. Quand nous nous attendons à l'attaque, notre corps ne se tient pas de la même manière. La mâchoire se serre, les bras se croisent, les sourcils se haussent ou se froncent, les épaules se remontent, le souffle se raccourcit, etc. Et les pensées fusent dans tous les sens pour envisager toutes les options afin d'éviter le pire. Merci l'anxiété, n'est-ce pas? La voix se raidit avant même que la conversation ne commence. Et inversement, cette posture de protection peut renforcer le sentiment que quelque chose de dangereux est sur le point d'arriver. Notre état d'esprit influence notre posture, et notre posture participe aussi à entretenir certains états intérieurs. C'est physiologique. Même si le savoir n'est pas suffisant en soi pour résoudre des blessures profondes, c'est une boucle à connaître. Parce que quand tout en nous se prépare à encaisser, il devient plus difficile d'interagir avec les autres avec ouverture d'esprit et souplesse. Et c'est peut-être pour cela que certaines discussions commencent déjà mal avant que le vrai sujet ne soit abordé. Parce que l'un des deux interlocuteurs, voire même les deux, arrive avec le corps en position de défense. Il ne s'agit plus seulement de parler d'un désaccord, il s'agit de survivre à ce que l'on imagine qui va émerger de la conversation. Avec toi, je ne me sens jamais respectée. Tu vas me rabaisser. Tu vas retourner mes mots contre moi. Tu vas me faire me sentir ridicule. Tu vas avoir le dessus. Ça, c'est ce qu'on pense. Et on attaque à la première brèche perçue. On interrompt l'autre dès qu'un début de phrase allume tous nos capteurs. On répond à l'intention supposée plutôt qu'aux mots réellement prononcés. On hausse le ton pour ne pas être dominé. On pique pour faire reculer. On prend les devants pour ne pas se retrouver en position d'accusé. Et l'autre se retrouve heurté par une balle destinée à une guerre qu'il ou elle n'avait peut-être même pas l'intention de déclarer. Cette dynamique peut se jouer dans les détails du quotidien. Quand l'autre te dit « tu as oublié de m'envoyer le document », et que ton système intérieur entend « tu n'es pas fiable, tu as mal fait ton travail, tu me déçois, tu vas être mise en cause ». Alors toi, tu répliques sèchement « eh bien, si tu avais formulé ta demande correctement dès le départ, on n'en serait pas là ». La personne en face est surprise. Elle parlait d'un document et toi, tu défendais ta valeur. Autre situation, quelqu'un tarde à répondre à ton message. Objectivement, il ou elle peut être occupé, fatigué, en déplacement, distrait ou distraite, ou simplement sans énergie sociale à ce moment-là. Mais ton esprit déroule déjà. Ah, je l'ai dérangé, il ou elle se détache, j'ai trop montré que je tenais à cette relation, je vais être humilié. Et du coup, en suivant le fil de ta pensée, tu te mets à envoyer un message froid ou alors tu fais comme si tu t'en fichais. Tu cesses de répondre toi aussi, tu décides intérieurement que cette personne ne mérite plus ton attention. Tu coupes le lien avant même de te sentir abandonné. Dernier exemple, quelqu'un te partage un ressenti. Quand tu m'as parlé comme ça, je me suis sentie rabaissée. Et toi, tu entends ? Tu es une mauvaise personne, tout est de ta faute. On cherche à te faire porter l'entière responsabilité de la relation. Alors au lieu d'écouter, tu contre-attaques. Ah, donc maintenant, je n'ai plus le droit de rien dire. Tu dramatises tout. Tu fais toujours passer les autres pour des monstres. La personne voulait parler d'une situation précise, d'une remarque particulière, mais toi, tu as entendu une condamnation entière de ton identité. Ce sont des petites scènes, mais elles en disent long sur les mécanismes qui peuvent nous amener à surréagir. Elles montrent que certaines agressivités ne viennent pas d'un plaisir de nuire, mais d'une peur profonde de se retrouver à nouveau à la place de la personne que l'on a été, celle qui n'a pas été crue, celle qu'on a ridiculisée, celle qu'on a abandonnée, celle qu'on a accusée sans la laisser se défendre, celle dont les besoins ont été retournés contre elle, ou celle qui a compris trop tôt que montrer sa vulnérabilité pouvait devenir dangereux pour elle-même. Alors plus tard, dès qu'une situation qui semble similaire, même de très loin, apparaît, le système s'emballe. Il ne cherche pas forcément la vérité de la situation présente, il cherche à éviter la répétition de l'ancienne douleur. Et parfois, il le fait si vite qu'il blesse avant même d'avoir vérifié de quoi il s'agissait réellement.
Il y a un autre aspect de cette mécanique que j'aimerais mettre en lumière. Quand notre sécurité intérieure est fragile, nos relations peuvent devenir les espaces où se révèle une précarité émotionnelle très intense. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On veut du lien, mais le lien active la peur. On aspire à être rassuré, mais l'attente d'être rassuré peut vite devenir une source d'angoisse. On veut de la proximité, mais plus quelqu'un devient important, plus il devient apte à nous blesser. Alors nous pouvons osciller, tantôt fusionnels, très proches, très disponibles, très attentifs au moindre signe de réciprocité, et tantôt sur la défensive, un peu froid, un peu sec, en retrait, prêt à conclure que l'autre se désengage, nous néglige ou nous manque de respect. Et on passe parfois de reste près de moi, montre-moi que je compte, à ne t'approche pas trop. Je vois bien que je pourrais finir par souffrir. Et ce basculement ne se vit pas toujours comme tel, car depuis l'intérieur, il peut sembler parfaitement logique. Nous avons l'impression de voir clair, d'avoir enfin compris ce qui se jouait dans la relation, d'avoir repéré un manque de respect, une négligence, un signal faible qui prouve bien qu'il fallait se méfier. Alors, si nous blessons en retour par notre réaction, nous pouvons même avoir du mal à reconnaître la violence de notre geste. Nous nous disons, j'ai pas réagi pour rien. Il ou elle m'a poussé à bout. Bon, d'accord, j'ai été dur, mais ce que j'ai dit, c'était vrai. Je me suis peut-être mal exprimée, mais dans le fond, c'était justifié. Et parfois, il y a bien un sujet délicat, une maladresse, une attention non clarifiée, un manque de considération réelle, une limite à poser. Mais le fait que la problématique existe ne rend pas automatiquement juste l'interprétation que nous en avons faite, l'intention que nous avons prêtée à l'autre, ni la violence de la réaction que nous avons choisi d'adopter. Et il y a un point essentiel à prendre en compte dans les interactions, l'autre peut aussi avoir envie de se défendre. Si je pique, l'autre peut se raidir. Si je l'accuse d'une intention qu'il ou elle n'avait pas, l'autre peut se sentir injustement traité. Si je transforme chaque désaccord en procès, l'autre peut finir par ne plus oser me parler librement. Si je lui demande sans cesse de prouver sa fiabilité, sa loyauté, son affection, l'autre peut se sentir épuisé, suspecté, enfermé dans un rôle qui lui pèse et qui lui semble impossible à tenir. Et lorsque l'autre se défend, je peux recevoir sa défense comme une nouvelle attaque, une preuve que je suis menacée. Tu vois, il ou elle refuse de reconnaître qu'il ou elle a tort. Tu vois, dès qu'on dit les choses, les gens se braquent. On ne peut jamais avoir de vraies discussions. Mais peut-être que l'autre ne cherche pas à écraser, peut-être qu'il ou elle essaye à son tour de ne pas être écrasé. Et c'est ainsi que la relation peut entrer dans une surenchère. Je me défends, tu te défends de ma défense, je me défends de ta défense, tu augmentes le ton, je durcis le mien, chacun se sent légitime, chacun se sent incompris, chacun pense que l'autre est en train de devenir dangereux. Et à force, nous ne parlons plus vraiment de ce qui s'est passé, nous luttons pour ne pas perdre la face, ne pas perdre notre place, ne pas perdre notre droit d'être entendu. Nous luttons pour ne pas être celui ou celle qui se fera blesser sans réagir. Et peu à peu, la relation ne se joue plus entre deux personnes, mais entre deux systèmes de protection qui essayent chacun de ne pas être celui qui se fera écraser. Le problème, c'est qu'à la fin, la relation est détruite ou profondément fragilisée, et notre confiance dans l'humanité en prend encore un coup. Et nous concluons, les gens sont dangereux, on ne peut faire confiance à personne. Dès qu'on baisse la garde, on se fait avoir, sans toujours voir que parfois, ce ne sont pas seulement les mauvaises intentions qui ont détruit le lien, mais la collision de plusieurs défenses qui n'ont pas réussi à se désamorcer. Si tu reconnais certains réflexes chez toi ou autour de toi et que tu sens que ce que tu entends t'aidera à distinguer une protection juste d'une attaque automatique, je t'invite à liker cet épisode et à t'abonner à la chaîne Victoria Porte-Bonheur pour suivre la suite de cette série. Tu peux aussi laisser un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Et si tu connais quelqu'un qui se demande pourquoi certaines conversations dégénèrent si vite, alors même qu'il n'y avait pas forcément de signes avant-coureurs, tu peux lui partager cet épisode. Parce que comprendre ce qui nous met en position de combat peut parfois éviter bien des écueils supplémentaires.
Je veux insister ici sur un point important. Expliquer un mécanisme n'est pas excuser ses conséquences. Une personne qui a peur peut blesser, oui. Une personne qui a été humiliée peut humilier. Un individu qui s'est trop longtemps senti dominé peut vouloir reprendre le dessus de manière brutale. Une personne qui redoute l'abandon peut devenir contrôlante. Et une personne qui a été prise pour cible peut finir par piquer avant d'être piquée. Comprendre cela ne veut pas dire que l'autre doit tout supporter. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut rester dans une relation où on est continuellement agressé au nom de la reconnaissance des blessures de l'autre, sans chercher à modifier la dynamique de cette relation. Ça ne veut pas dire non plus que toute réaction blessante devient recevable parce qu'elle vient d'une histoire traumatique. Mais si nous voulons interrompre le cycle, nous devons pouvoir dire les deux choses en même temps. Ce comportement me blesse et il doit cesser. Je peux aussi chercher à comprendre ce qu'il tente maladroitement de protéger. L'un n'annule pas l'autre. La responsabilité n'exige pas l'absence d'histoire et l'histoire n'annule pas la responsabilité. Il y a aussi une formulation qu'on entend souvent. Cette personne-là, elle a trop d'ego. Impossible de parler avec elle. On le dit de celles et ceux qui ne supportent pas d'avoir tort, qui veulent toujours avoir le dernier mot, qui peuvent prendre la moindre remarque de travers, qui ne reconnaissent pas facilement leurs erreurs ou qui se sentent vite humiliés ou remis en cause. Et parfois, oui, cette manière de fonctionner peut devenir épuisante pour l'entourage. Elle peut fermer la discussion, empêcher une vraie réparation et elle peut transformer chaque formulation de désaccord en discussion interminable. Mais je crois qu'il est utile de se demander ce que cet ego protège. Parce que ce que l'on nomme parfois comme un excès de confiance ressemble dans certains cas bien moins à une force immense qu'à un système de protection très actif autour d'une zone de vulnérabilité. Derrière le besoin d'avoir raison, il peut y avoir la peur d'être rabaissé. Derrière l'impossibilité de reconnaître une erreur, il peut y avoir la peur que cette erreur devienne une preuve d'infériorité. Derrière la posture dite hautaine, il peut y avoir un passé où on s'est senti trop souvent diminué, ignoré, exposé. Alors, chercher à casser l'ego peut devenir contre-productif parce qu'on attaque précisément ce qui s'est construit autour de l'individu pour éviter qu'il soit détruit. On ne pacifie pas une sentinelle en l'humiliant. On lui montre progressivement qu'elle n'a plus besoin de rester en alerte à chaque seconde pour que la personne reste digne et respectée. Il ne s'agit donc pas de glorifier les réactions défensives, ni de les rendre intouchables sous prétexte qu'elles cachent une blessure. Il s'agit de comprendre qu'un fonctionnement protecteur ne se transforme pas durablement sous l'effet de nouvelles agressions. Il se transforme lorsqu'une expérience sécurisée devient peu à peu possible. On peut envisager que l'enjeu devient alors celui-ci. S'autoriser à se concentrer non plus seulement sur ce que l'on veut éviter, mais sur le type d'interaction que l'on veut vivre. Et pour ça, je vous propose quelques questions. Est-ce que je veux une relation où chacun doit rester sur ses gardes? Ou une relation où l'on peut clarifier avant de se condamner? Est-ce que je veux un échange où celui qui montre qu'il a été touché perd automatiquement du terrain? Ou plutôt un espace où la vulnérabilité peut être entendue sans devenir une arme? Est-ce que je veux poser mes limites uniquement en repoussant l'autre? Ou est-ce que je peux parfois les poser en lui donnant accès à ce qui me permet de me sentir en sécurité? Oui, il faut pouvoir poser ses limites. Et oui, il faut pouvoir recevoir du respect. Il faut pouvoir dire qu'un comportement ne nous convient pas. Le lien qui connecte deux personnes est un espace qui peut être co-construit, où il est précieux d'expliciter nos attentes et d'inclure l'autre dans le processus plutôt que de le placer immédiatement sur le banc des accusés. Et pour cela, adopter une communication bienveillante permet d'apaiser un peu le climat dans lequel la relation évolue. La communication bienveillante consiste à s'exprimer d'une façon claire et respectueuse en tenant compte de ce qui est important pour nous, de nos propres valeurs, ainsi que de celles des autres.
Communiquer avec bienveillance, c'est chercher à transmettre un message clair dans un cadre ferme et respectueux, en tenant compte de l'impact de nos mots sur l'autre et de la cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on autorise. C'est là que la communication non violente, ou CNV, peut devenir un outil intéressant. Quand il est question de communication non violente, je ne parle pas d'une manière artificiellement douce de parler qui consisterait à lisser tous les conflits, ni d'une injonction à rester calme, poli et souriant pendant qu'on se fait manquer de respect. Je parle d'un processus qui peut nous aider à nous exprimer de façon claire, précise, tout en restant à l'écoute des messages envoyés par notre interlocuteur ou interlocutrice. Ce processus, qui a été créé par Marshall Rosenberg, s'articule en 4 étapes: l'observation, le sentiment, le besoin, la demande. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va observer ce qui s'est passé sans ajouter immédiatement un procès d'intention. On va décrire les faits. On va nommer ce que cela fait en nous. On parle alors de nos ressentis. À la première personne, j'ai ressenti ça. On va identifier le besoin touché. Ce qui est important pour moi, c'est. Et puis, on va formuler une demande claire. Ce que je propose, ce que je demande concrètement, c'est. Par exemple, au lieu de dire « tu t'en fiches complètement de moi », tu réponds « quand ça t'arrange », on pourrait, si on souhaite construire plutôt qu'attaquer, dire quelque chose comme « quand je n'ai pas de réponse pendant plusieurs jours après un message important pour moi, je me sens inquiet ou inquiète et mise à distance. J'ai besoin de visibilité sur notre échange. Est-ce que tu pourrais me dire quand tu n'es pas disponible pour répondre, s'il te plaît ?» Cela ne garantit pas que l'autre sera capable d'accueillir ce qu'on dit. Cela ne transforme pas non plus automatiquement une relation dysfonctionnelle en relation saine. Et bien sûr, ça ne signifie pas non plus qu'il faut rester là où on ne se sent pas en phase et où on se sent carrément maltraité. Mais utiliser ce genre d'outils, cela permet de créer un cadre où l'autre n'est pas désigné d'emblée comme un ennemi, ni pour lui, ni pour nous. Et à ce moment-là, cet autre est invité à comprendre ce qui se passe et à participer, s'il le souhaite et s'il s'en sent capable, à un ajustement du lien. La communication bienveillante, c'est une posture globale. La communication non violente, c'est une méthode pour structurer certains messages. Et la communication non violente, la CNV, ça aide à sortir du jugement, à nommer les ressentis, à clarifier les besoins, à formuler des demandes respectueuses. Donc, la bienveillance donne le cap et la CNV propose un chemin possible pour y arriver. Parce que la communication bienveillante ne sert pas à avaler la couleuvre avec plus d'élégance. Elle sert, quand la relation peut encore être travaillée, à éviter de produire l'inacceptable là où un dialogue plus clair aurait pu exister. Elle permet de dire « ce qui s'est passé ne me convient pas », sans nécessairement ajouter « et donc je vais te faire sentir que tu es une mauvaise personne ». Elle permet de dire « j'ai besoin de respect », sans faire automatiquement de l'autre un agresseur avant même d'avoir entendu sa version de la situation. Elle permet de dire « je ne veux plus que cela se répète », tout en ouvrant parfois la possibilité à une collaboration et à un dialogue avec une question du type « comment pouvons-nous faire autrement à partir de maintenant ?» Je le redis, il n'est pas question de minimiser la peur que nous ressentons ni notre besoin de nous sentir en sécurité. Si une partie de toi se met en alerte, elle a probablement une bonne raison de le faire. Tu as peut-être connu le rejet, la honte, l'humiliation, la trahison, l'abandon, la brutalité ou l'insécurité relationnelle. Cette peur mérite d'être écoutée, mais elle ne mérite pas nécessairement de diriger toute seule toutes tes relations. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu ressens de la peur, je t'invite en fait à la remercier d'avoir voulu te protéger et puis ensuite te poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette situation précise, j'ai encore besoin que la peur prenne tout le contrôle de mes relations ?
Nous pouvons aussi apprendre à poser une autre question souvent oubliée. L'autre est-il en train de m'attaquer ou est-il en train de se défendre de ma manière de réagir? Et cette question-là peut changer beaucoup de choses parce qu'elle nous sort un instant de notre seule certitude intérieure, elle ouvre l'espace de dialogue, elle redonne une place à la nuance et elle permet parfois d'éviter de transformer deux fragilités en guerre ouverte. Alors, comment commencer à sortir de l'attaque automatique? Pas en se forçant à devenir immédiatement calme, doux et irréprochable, ni en s'auto-flagellant à chaque fois que l'on s'aperçoit qu'on a réagi trop vite. Exiger de soi une maîtrise instantanée que l'on n'a pas apprise peut être contre-productif, mais peut-être en ajoutant quelques respirations avant la réponse, ou après si on n'a pas eu le temps de les poser à temps. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, et on prend le temps de se poser l'une des questions suivantes. Qu'est-ce que je crois être en train de protéger là maintenant? Est-ce que ce danger est-il réellement présent ici ou est-ce qu'une mémoire ancienne vient de se réveiller? Ma réaction est-elle en train de poser une limite ou de faire payer à l'autre une peur qu'il ou elle n'a pas créée? Qu'est-ce que je voudrais vraiment rendre possible dans cette relation? Comment puis-je l'exprimer sans faire de l'autre une cible à neutraliser? On est d'accord que quand on est dans le feu de la conversation, on n'a pas toujours le temps de se poser ce genre de questions et que la réaction part avant. Et il arrive qu'on comprenne après coup, après avoir repassé l'échange dans nos têtes. En fait, il est important, si jamais on se rend compte qu'on a fait une erreur, il peut être intéressant de revenir sur l'échange, de reconnaître cette erreur et de chercher à réparer le lien. Et même ça, en fait, ça compte. Même si c'est après coup, oser dire: «Je reviens vers toi, je crois que, durant cette conversation, je me suis sentie un peu attaquée alors que tu ne m'attaquais pas forcément. Je me suis emballée un peu vite, j'étais sur la défensive. Ce que tu as dit a réveillé quelque chose en moi, mais ma réponse t'a blessée, je le reconnais, je te présente mes excuses». Mais en fait, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas, s'aplatir devant l'autre, c'est récupérer de la responsabilité là où l'automatisme avait pris le pouvoir. Il y a des attaques qui naissent d'une volonté de nuire. Il y a des attaques qui naissent d'une peur de souffrir encore. Les 2 peuvent blesser. Les 2 doivent être regardés, mais elles ne racontent pas toujours la même histoire. Si tu te surprends parfois à piquer avant qu'on te pique, à te fermer avant qu'on te rejette, à soupçonner avant qu'on te trahisse, à mépriser avant qu'on ne te fasse honte, alors peut-être que la question n'est pas seulement: «Pourquoi suis-je aussi agressive ou agressif?» et peut-être qu'elle est aussi: «Qu'est-ce que j'essaie désespérément d'éviter de revivre?» Et alors une autre question mérite peut-être de répondre à cette réponse. En quoi la manière dont je me protège aujourd'hui construit vraiment le lien que je voudrais vivre demain? Parce qu'à partir de là, un autre chemin devient possible. Non pas celui où tu baisses toutes tes défenses sans discernement, mais celui où tu apprends à reconnaître quand elles te protègent vraiment et quand elles finissent par emprisonner la part de toi qui voudrait simplement entrer en relation sans partir au combat. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin dans cette exploration en regardant ce que l'insécurité prolongée fait à nos corps, à nos émotions et à nos relations. Le titre de cet épisode, c'est Précarité, peur et agressivité, ce que l'insécurité prolongée fait à nos liens et à notre seuil de tolérance. Merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si le sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne Victoria Porte-Bonheur en laissant un like, en t'abonnant et en mettant un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Si tu as des questions,
N'hésite pas aussi à les poser en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu le souhaites, tu peux dès maintenant me retrouver sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!